En 1845, dans les bayous du Mississippi, 3 nouveau-nés identiques disparurent de leur berceau par une nuit d'automne. Quand on les retrouva au petit matin, ils étaient parfaitement alignés dans le champ de coton, les yeux grands ouverts, fixant le ciel. Et ils ne pleuraient plus jamais. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception sur ce qui peut réellement se cacher derrière les légendes du Sud-Américain. L'année 1845 marquait une époque charnière pour les plantations du Mississippi. Les propriétaires terriens consolidaient leur pouvoir économique sur le dos d'une main-d'œuvre asservie, tandis que les tensions sociales commençaient à fermenter dans cette région où la richesse côtoyait la misère la plus abjecte. C'est dans ce contexte que s'élèvent encore aujourd'hui, près de la petite ville de Natchez, les ruines de ce qui fut autrefois la plantation Bellefontaine, propriété de la famille Durando. Depuis 3 générations, Bellefontaine s'étendait sur plus de 2000 hectares de terre fertile bordant le fleuve Mississippi. Edmond Durando, 52 ans, dirigeait le domaine avec une poigne de fer. Homme cultivé ayant étudié à Paris dans sa jeunesse, il entretenait une correspondance suivie avec les intellectuels de son temps, tout en gérant ses affaires avec la rigueur d'un comptable et la dureté d'un militaire. La grande maison, construite dans le style colonial français, dominait la propriété de ses 3 étages et de ses larges vérandas ornées de colonnes doriques. Des allées bordées de chênes centenaires menaient aux différents bâtiments, les écuries, les ateliers, et plus loin, les quartiers d'esclaves disposés en rangées parfaitement ordonnées. Chaque détail de Bellefontaine témoignait de l'obsession de contrôle d'Edmond Durando. Sa femme, Hélène, native de la Nouvelle-Orléans, avait apporté dans ce mariage non seulement une dot conséquente, mais aussi une sensibilité artistique et une intelligence vive qui contrastait avec l'austérité de son époux. Après 15 années de mariage et plusieurs fausses couches douloureuses, elle était finalement parvenue à donner naissance à 3 fils en cette fin d'été 1845. Des triplés, événement suffisamment rare pour faire sensation dans tout le comté. Les 3 enfants, prénommés Louis, Charles et Henri, étaient d'une beauté saisissante. Parfaitement identiques, ils possédaient les cheveux blonds de leur mère et les yeux verts perçants de leur père. Dès leur premier jour, ils manifestaient une étrange synchronisation. Ils pleuraient ensemble, dormaient aux mêmes heures et semblaient réagir à l'unisson aux stimuli extérieurs. Cette particularité, d'abord attendrissante, allait bientôt devenir source d'inquiétude. Le personnel de la plantation, composé d'une 40aine d'esclaves et d'une demi-douzaine d'employés blancs, observait ces nouveau-nés avec un mélange de fascination et de trouble. Rosalie, la nourrice principale, une femme de couleur d'une 50aine d'années qui avait élevé plusieurs générations d'enfants dans la région, confiait à ses proches qu'elle n'avait jamais vu de nourrisson aussi silencieux et attentif. La première manifestation troublante eut lieu lors du baptême des enfants, célébré en grande pompe dans la petite église Saint-Antoine de Padoue, située à quelques kilomètres de la plantation. Le révérend McAllister, prêtre irlandais nouvellement arrivé dans la paroisse, officiait la cérémonie devant une assemblée choisie comprenant les notables du comté et les relations d'affaires d'Edmond Durando. Alors que le prêtre s'apprêtait à verser l'eau bénite sur le front du premier enfant, Louis, celui-ci poussa un cri si perçant et si prolongé que les vitraux de l'église en tremblèrent. Immédiatement, ses 2 frères l'imitèrent, créant une cacophonie assourdissante qui figea l'assemblée d'effroi. Mais le plus troublant était à venir. Quand le révérend McAllister tenta de poursuivre le rituel, les 3 enfants cessèrent brusquement de crier et le fixèrent de leurs 6 yeux verts avec une intensité déconcertante pour des nouveau-nés. Le prêtre, visiblement ébranlé, termina néanmoins la cérémonie dans un silence pesant. Plus tard, il confia à sa gouvernante que jamais il n'avait ressenti une telle impression de malaise face à des enfants si jeunes. Il évoquait un regard trop ancien, trop conscient, pour des êtres de quelques semaines seulement. Au retour à Bellefontaine, l'atmosphère restait tendue.
Les invités se dispersèrent rapidement, et même les plus proches amis de la famille Durando semblaient pressés de regagner leur demeure. Hélène, épuisée par l'événement, se retira dans ses appartements avec les enfants, tandis qu'Edmond recevait ses contremaîtres pour faire le point sur les travaux en cours. C'est cette nuit-là que survint l'incident qui marquerait à jamais la mémoire de tous les habitants de la plantation. Vers 2 heures du matin, Rosalie, qui dormait dans une chambre adjacente à la nurserie pour veiller sur les triplés, fut réveillée par un silence inhabituel. Habituée aux pleurs nocturnes des enfants, elle s'étonna de ne percevoir aucun bruit. Se levant pour vérifier leur état, elle découvrit avec horreur que les 3 berceaux étaient vides. L'alarme fut donnée immédiatement. Edmond, tiré de son sommeil, organisa des recherches méthodiques dans toute la propriété. Contremaîtres, esclaves et employés furent mobilisés pour ratisser chaque recoin de la plantation. Hélène, dans un état de panique indescriptible, était maintenue dans sa chambre par le médecin de famille, le docteur Lavergne, qui lui avait administré un sédatif. Les recherches se prolongèrent jusqu'à l'aube sans résultat. C'est alors qu'un des ouvriers agricoles, parti inspecter les champs de coton situés derrière la grande maison, poussa un cri d'effroi qui glaça le sang de tous les participants aux recherches. À environ 200 mètres de la demeure, au milieu des plants de coton, les 3 enfants étaient allongés côte à côte sur la terre nue, parfaitement alignés selon un axe nord-sud. La scène qui s'offrait aux yeux des sauveteurs défiant toute explication rationnelle. Les 3 triplés, vêtus de leur seule chemise de nuit blanche, reposaient sur le dos, les bras le long du corps, fixant le ciel de leurs yeux grands ouverts. Ils ne pleuraient pas, ne bougeaient pas, mais respiraient normalement. Aucune trace de leurs pas ou de ceux d'un éventuel ravisseur n'était visible dans la terre humide du champ. Plus troublant encore, quand on les souleva pour les ramener à la maison, ils ne manifestèrent aucune réaction. Pas de pleurs, pas de mouvement de reconnaissance, juste ce regard fixe et pénétrant dirigé vers un point invisible du ciel. Le docteur Lavergne, appelé en urgence, examina minutieusement les 3 enfants sans déceler la moindre blessure ou signe de maltraitance. Leur température était normale, leur pouls régulier, leurs réflexes présents. D'un point de vue médical, ils étaient en parfaite santé. Pourtant, à partir de ce jour, les triplés ne pleurèrent plus jamais. Ils se nourrissaient normalement, dormaient selon un rythme régulier, mais restaient d'un calme absolu qui glaçait tous ceux qui s'approchaient d'eux. Rosalie, pourtant habituée aux enfants les plus difficiles, avoua à ses confidentes qu'elle ne supportait plus de rester seule avec eux. Leur regard, disait-elle, semblait la transpercer et lire dans ses pensées les plus secrètes. Dans les semaines qui suivirent cet épisode inquiétant, la vie à Bellefontaine tenta de reprendre son cours normal. Mais l'atmosphère de la plantation s'était irrémédiablement assombrie. Edmond Durando, homme méthodique et rationnel, refusait d'admettre que l'incident puisse avoir une explication autre que parfaitement logique. Il fit venir de la Nouvelle-Orléans un détective privé, Monsieur Auguste Thibaudeau, ancien policier reconverti dans les enquêtes pour la haute société. Thibaudeau mena ses investigations avec une rigueur exemplaire. Il interrogea chaque membre du personnel de la plantation, examina les lieux sous tous les angles et établit même une cartographie précise des bâtiments et de leurs accès. Ses conclusions furent aussi déconcertantes qu'inquiétantes. Aucune effraction n'avait été commise, aucune trace d'intrusion n'était décelable. Et surtout, personne n'aurait pu sortir 3 nouveau-nés de leur berceau sans réveiller Rosalie, qui dormait à moins de 3 mètres de distance. Le détective émit l'hypothèse d'une complicité interne, suggérant qu'un membre du personnel aurait pu orchestrer cette mise en scène dans un but encore indéterminé. Mais cette théorie se heurtait à un obstacle majeur, la loyauté indéfectible du personnel envers la famille Durando, loyauté forgée par des années de traitement relativement équitable selon les standards de l'époque. Plus troublante encore, Thibaudeau découvrit en fouillant les archives locales que la propriété de Bellefontaine avait été construite sur l'emplacement d'un ancien village indien Natchez, rasé lors des conflits territoriaux du début du siècle. Cette information,
soigneusement dissimulé par les précédents propriétaires, jeta un éclairage nouveau sur l'incident. Le détective nota dans son rapport que l'alignement des enfants correspondait exactement à l'orientation traditionnelle des sépultures Natchez, découverte qui troubla profondément Edmond Durando. Mais ce qui acheva de semer le doute dans l'esprit du maître de plantation fut la découverte, dans la bibliothèque familiale, d'un journal tenu par son grand-père, Augustin Durando, lors de l'acquisition du terrain en 1812. Le vieil homme y relatait les résistances acharnées des derniers Indiens Natchez, menés par un chaman nommé Aigle qui ne plie pas. Ce dernier avait, selon le journal, prononcé une malédiction contre la famille avant d'être contraint à l'exil. Vos fils naîtront marqués par la terre de nos ancêtres, et ils ne connaîtront jamais la paix que vous nous avez refusée. Ces révélations ébranlèrent profondément Edmond, homme éduqué et rationnel, mais suffisamment imprégné de la culture superstitieuse du Sud pour ne pas ignorer complètement ces coïncidences troublantes. Il décida néanmoins de garder ces informations secrètes, craignant que leur divulgation ne transforme sa famille en objet de curiosité morbide dans toute la région. Pendant ce temps, les triplés poursuivaient leur développement de manière parfaitement normale en apparence, mais avec des particularités de plus en plus marquées. Ils ne pleuraient toujours pas, même lorsqu'ils avaient faim ou soif. Ils se contentaient de fixer intensément la personne susceptible de répondre à leurs besoins jusqu'à ce qu'elle comprenne et agisse. Cette communication silencieuse créait un malaise profond chez tous ceux qui s'en occupaient. Rosalie fut la première à remarquer une autre caractéristique troublante. Les 3 enfants semblaient partager une conscience commune. Si l'un d'eux se blessait légèrement, les 2 autres manifestaient immédiatement des signes de douleur au même endroit. Si l'on montrait un jouet à Louis, Charles et Henri tendaient simultanément les bras vers l'objet. Cette synchronisation parfaite dépassait le cadre de la simple gémellité et plongeait dans un mystère que la science de l'époque ne pouvait expliquer. Le docteur Lavergne, appelé régulièrement pour surveiller l'évolution des enfants, était lui-même déstabilisé par ces observations. Dans ses notes privées, qu'il ne partageait qu'avec ses confrères les plus proches, il évoquait un phénomène de conscience partagée qu'il n'avait jamais rencontré dans sa longue carrière médicale. Il recommandait une surveillance accrue et envisageait de faire appel à des spécialistes de Charleston ou de Richmond pour étudier ce cas exceptionnel. Au fur et à mesure que les mois passaient, les manifestations étranges se multipliaient autour des triplés, créant une atmosphère de tension croissante dans la plantation. Hélène Durando, initialement soulagée de retrouver ses enfants sains et saufs, commençait à ressentir un malaise grandissant face à leur comportement inhabituel. Elle confiait à sa correspondante de la Nouvelle-Orléans, sa sœur Margot, que l'amour maternel qu'elle éprouvait pour ses fils se teintait d'une inquiétude qu'elle n'arrivait pas à définir. Les domestiques de la maison rapportaient des incidents de plus en plus troublants. Marie-Claire, la femme de chambre personnelle d'Hélène, racontait que les enfants semblaient anticiper les événements. Un matin où elle s'apprêtait à changer leurs vêtements, elle les avait trouvés tous les 3 tendant déjà les bras vers elle avant même qu'elle n'entre dans la nurserie. Une autre fois, alors qu'un violent orage se préparait au dehors, les 3 enfants s'étaient mis simultanément à pleurer. Leur premier et unique épisode de pleurs depuis l'incident du champ de coton. Exactement 3 minutes avant que ne retentisse le premier coup de tonnerre. Edmond, malgré son rationalisme affiché, ne pouvait ignorer les témoignages convergents de son personnel. Il décida de tenir un registre détaillé de tous les événements inhabituels concernant ses fils, espérant y déceler une logique cachée qui lui permettrait de comprendre leur comportement. Ce journal, qu'il rédigeait chaque soir dans le secret de son bureau, allait devenir un document crucial pour la compréhension des événements qui suivraient. L'une des entrées les plus troublantes de ce registre concernait un incident survenu au début de l'hiver 1846. Rosalie avait été remplacée temporairement par sa nièce, Clémence, une jeune femme de 25 ans, réputée pour sa patience avec les enfants.
Le premier jour de son service, Clémence avait voulu jouer avec les triplés en leur montrant différents objets colorés. À sa grande surprise, les 3 enfants avaient systématiquement détourné le regard de tout ce qu'elle leur présentait, préférant fixer un point précis du mur derrière elle. Intriguée, Clémence avait suivi la direction de leur regard et découvert, dissimulé derrière un portrait de famille, un petit crucifix en argent que personne n'avait remarqué jusqu'alors. L'objet, ancien et finement ouvragé, portait une inscription en latin que seul le révérend McAllister put déchiffrer. Spes in tenebris. L'espoir dans les ténèbres. Plus troublant encore, l'inscription était accompagnée de 3 petites croix gravées côte à côte. Disposition qui rappelait étrangement l'alignement des enfants lors de leur découverte dans le champ de coton. Cette découverte poussa Edmond à faire des recherches plus approfondies sur l'histoire de sa propriété. Il se rendit aux archives du comté de Adams, où il put consulter les documents relatifs à l'acquisition du terrain par sa famille. C'est là qu'il découvrit un détail qui avait échappé aux recherches précédentes. Avant la construction de la plantation Bellefontaine, le terrain avait brièvement abrité une mission catholique dirigée par le père José Martinez, un prêtre espagnol arrivé dans la région en 1808. Cette mission, dédiée à l'évangélisation des derniers Indiens Natchez, avait été brutalement fermée en 1810 suite à un incident que les archives évoquaient de manière très elliptique. Le père Martinez avait été rappelé d'urgence par ses supérieurs après avoir rédigé plusieurs lettres alarmantes concernant des manifestations diaboliques parmi les convertis indiens. Ces lettres, mentionnées dans l'inventaire des archives diocésaines, avaient mystérieusement disparu des collections officielles. Edmond réussit néanmoins à retrouver la trace d'un ancien servant de la mission, un métis franco-indien nommé Pierre Leblanc, qui vivait encore dans les environs de Natchez. Leblanc, homme âgé d'environ 70 ans, accepta de rencontrer le maître de plantation, mais uniquement de nuit et loin des regards indiscrets. Cette entrevue, qui eut lieu dans une cabane isolée au bord du Mississippi, allait révéler des éléments cruciaux pour la compréhension des événements. Selon le témoignage de Pierre Leblanc, le père Martinez avait effectivement vécu des expériences troublantes durant son séjour à la mission. Les Indiens Natchez convertis au christianisme semblaient conserver des pratiques spirituelles ancestrales qu'ils dissimulaient soigneusement aux yeux du prêtre. Mais certains enfants de la tribu manifestaient des capacités qui dépassaient l'entendement. Ils communiquaient entre eux sans parler, partageaient leurs sensations et semblaient posséder une connaissance intuitive des événements à venir. Le père Martinez, dans un premier temps fasciné par ces phénomènes qu'il attribuait à une grâce divine particulière, avait commencé à étudier ces enfants avec une attention scientifique. Il tenait des registres détaillés de leur comportement et tentait de comprendre les mécanismes de leur communion spirituelle. Mais progressivement, il avait réalisé que ces capacités ne relevaient pas du don divin, mais d'une forme de conditionnement tribal qui plongeait ses racines dans des rituels ancestraux interdits par l'Église. La révélation la plus troublante concernait 3 frères indiens, nés le même jour mais de mères différentes, qui constituaient le cœur spirituel de la communauté Natchez. Ces enfants, considérés comme les réincarnations d'anciens chamans, étaient élevés selon des rites particuliers qui les liaient dans une conscience commune. Ils ne pleuraient jamais, communiquaient par le regard, et semblaient partager une âme unique répartie en 3 corps distincts. Quand le père Martinez avait tenté d'interrompre ces pratiques qu'il jugeait contraires à la foi chrétienne, les 3 enfants avaient disparu une nuit pour être retrouvés le lendemain matin alignés dans le champ où il projetait de construire sa nouvelle chapelle. Cet incident avait provoqué la colère des anciens de la tribu, qui avaient accusé le prêtre de profaner les traditions sacrées. La situation s'était rapidement dégradée, contraignant les autorités ecclésiastiques à fermer la mission et à rappeler le père Martinez.
Pierre Leblanc conclut son récit en révélant que les 3 frères indiens avaient été emmenés par les anciens lors de l'exode forcé de la tribu, mais que leurs corps avaient été retrouvés quelques jours plus tard, parfaitement conservés, alignés selon l'orientation traditionnelle des sépultures natchèzes, à l'exact emplacement où les triplés Durando seraient redécouverts 33 ans plus tard. Cette révélation ébranla profondément Edmond Durando, qui commençait à entrevoir des connexions troublantes entre l'histoire de sa propriété et le comportement inexpliqué de ses fils. De retour à Bellefontaine, il décida de mener ses propres investigations discrètement, sans alerter son épouse ni le personnel de la plantation. Il commença par examiner minutieusement le terrain où les enfants avaient été retrouvés, cherchant des indices qui auraient pu échapper aux recherches précédentes. C'est ainsi qu'il découvrit, enfouis à faible profondeur sous la terre du champ de coton, des traces de fondations anciennes qui correspondaient exactement aux dimensions décrites par Pierre Leblanc pour la chapelle projetée par le père Martinez. Plus troublante encore, ces fondations formaient une croix parfaite, dont le centre coïncidait précisément avec le point où ses fils avaient été trouvés alignés. Cette découverte l'amena à entreprendre des fouilles nocturnes clandestines, aidé uniquement par Tobias, son contremaître le plus fidèle. Homme de confiance depuis plus de 20 ans, Tobias avait été affranchi par le père d'Edmond en reconnaissance de ses services, mais avait choisi de rester à Bellefontaine, où il occupait une position respectée. Les 2 hommes creusèrent méthodiquement le terrain, révélant progressivement les vestiges de la mission oubliée. Leurs découvertes dépassèrent leurs attentes les plus folles. Sous les fondations de la chapelle, ils mirent au jour une crypte de construction indienne, ornée de symboles gravés dans la pierre selon des motifs que ni Edmond ni Tobias ne parvenaient à déchiffrer. Au centre de cette crypte reposaient 3 squelettes d'enfants, alignés dans la même position que celle adoptée par les triplés lors de leur découverte. Les ossements, parfaitement conservés malgré les décennies écoulées, portaient des traces de rituels de momification pratiqués par les Indiens natchèzes. Mais la découverte la plus saisissante était un rouleau de peau tannée, placé entre les mains du squelette central, sur lequel étaient tracés des dessins représentant 3 enfants aux yeux bridés fixant le ciel. Accompagnant ces illustrations, des inscriptions dans plusieurs langues, natchez, espagnol et français. Edmond, qui maîtrisait suffisamment l'espagnol pour comprendre l'essentiel du texte, y lut une description détaillée d'un rituel de transmigration des âmes pratiqué par les chamans natchez pour assurer la continuité spirituelle de leur peuple. Selon ce document, les 3 jeunes Indiens avaient volontairement accepté de devenir les gardiens spirituels de leur territoire ancestral, leurs âmes étant liées à la terre selon des rites qui garantissaient leur renaissance en cas de profanation de leur sépulture. Le texte précisait que cette renaissance se manifesterait par l'apparition de 3 enfants portant les signes distinctifs des anciens gardiens. Silence absolu, communication spirituelle et connaissance intuitive des secrets de la terre. Cette révélation glaça le sang d'Edmond, qui commençait à comprendre que ses fils pourraient être les véhicules involontaires d'une force qui dépassait sa compréhension. Il décida de remettre soigneusement les ossements en place et de refermer la crypte, espérant que cette profanation involontaire n'aurait pas de conséquences sur sa famille. Mais il était déjà trop tard. Dans les jours qui suivirent cette découverte, les manifestations troublantes autour des triplés s'intensifièrent de manière spectaculaire. Hélène rapporta que ses fils semblaient maintenant anticiper tous ces mouvements, tournant la tête vers la porte avant qu'elle n'entre dans leur chambre, tendant les bras vers elle alors qu'elle se trouvait encore dans le couloir. Plus inquiétant encore, ils avaient recommencé à esquisser des gestes complexes avec leurs mains, traçant dans l'air des motifs que le personnel de la plantation reconnaissait comme similaires aux dessins traditionnels des Indiens natchez. Le docteur Lavergne, appelé pour un examen de routine, constata avec stupéfaction que les capacités motrices des enfants dépassaient largement ce qui était normal pour leur âge. À 7 mois, ils maîtrisaient parfaitement la coordination de leurs mouvements et manifestaient une force surprenante dans leurs gestes. Plus troublant encore, ils semblaient comprendre le langage adulte avec une précision déconcertante.
réagissant de manière appropriée à des instructions complexes alors qu'ils n'avaient pas encore prononcé leurs premiers mots. Si cette histoire vous donne des frissons, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. Car nous approchons du moment où la vérité va éclater au grand jour et elle est plus troublante que tout ce que vous pouvez imaginer. L'atmosphère de la plantation devenait de plus en plus oppressante. Le personnel commençait à manifester des signes de nervosité croissante, certains domestiques demandant même à être transférés dans d'autres propriétés. Rosalie elle-même, pourtant attachée à la famille depuis des décennies, confia à Edmond qu'elle ne se sentait plus capable de s'occuper seule des enfants, prétextant que leur regard la mettait dans un état de malaise permanent. C'est dans ce contexte tendu que survint l'incident qui allait précipiter la crise finale. Un matin de printemps 1846, Marie-Claire découvrit les triplés debout dans leur berceau, chose impossible compte tenu de leur âge, fixant tous les trois un point précis du plafond de leur chambre. Suivant la direction de leur regard, elle aperçut une large tache d'humidité qui dessinait parfaitement la forme d'une croix sur le plâtre blanc. Cette tache, qui n'existait pas la veille selon le témoignage unanime du personnel, semblait suinter d'une source invisible située dans les combles de la maison. Edmond fit immédiatement inspecter la toiture et la charpente par ses ouvriers, mais aucune fuite ne fut décelée. L'humidité provenait de l'intérieur même du plâtre, comme si l'eau remontait des profondeurs de la terre pour se manifester précisément au-dessus du berceau des enfants. Plus troublant encore, l'analyse de cette eau par le docteur Lavergne révéla une composition chimique inhabituelle, riche en minéraux spécifiques aux sols argileux de la région, mais aussi en traces organiques qui évoquaient une décomposition végétale très ancienne. Cette découverte renforçait l'hypothèse d'une connexion souterraine entre la chambre des enfants et l'ancienne sépulture indienne mise au jour par Edmond et Tobias. Face à l'accumulation de ces manifestations inexpliquées, Edmond prit la décision de faire appel à des spécialistes extérieurs. Il contacta secrètement le professeur Samuel Hartwell de l'Université de Virginia, anthropologue réputé pour ses études sur les cultures indiennes d'Amérique du Nord. Sans révéler tous les détails de la situation, il invita le professeur à venir étudier un cas ethnologique exceptionnel dans sa plantation. L'arrivée du professeur Hartwell à Bellefontaine, au début de l'été 1846, marqua le début d'une période d'investigation intensive qui allait révéler des vérités encore plus troublantes sur la nature réelle des triplés Durando. Le professeur Samuel Hartwell était un homme de science rigoureux, formé à Harvard et à Oxford, qui avait consacré sa carrière à l'étude des civilisations amérindiennes disparues. Âgé de 45 ans, doté d'une réputation internationale dans son domaine, il aborda l'étude des triplés Durando avec la méthodologie scientifique la plus avancée de son époque. Son arrivée à Bellefontaine coïncida avec une intensification dramatique des phénomènes inexpliqués qui entouraient les trois enfants. Dès son premier contact avec Louis, Charles et Henri, alors âgés de 10 mois, le professeur Hartwell fut frappé par leur comportement inhabituel. Dans ses notes préliminaires, il écrivit « Ces enfants manifestent une conscience collective qui défie toutes les connaissances actuelles sur le développement infantile. Ils semblent partager non seulement des réactions émotionnelles, mais aussi une forme de connaissance qui transcende l'expérience individuelle. » Au cours des premières semaines de son séjour, Hartwell mena une série d'expériences destinées à mesurer les capacités cognitives et sensorielles des triplés. Il découvrit que si l'on montrait un objet à l'un des enfants tout en masquant la vue des deux autres, ces derniers réagissaient néanmoins comme s'ils avaient eux-mêmes perçu l'objet. Plus troublant encore, quand il provoquait une stimulation douloureuse légère chez l'un d'eux, une piqûre d'épingle selon les standards médicaux de l'époque, les deux autres manifestaient immédiatement des signes de douleur au même endroit. Ces observations amenèrent Hartwell à formuler une hypothèse révolutionnaire pour l'époque. Les trois enfants partageaient une forme de conscience interconnectée qui dépassait les limites de la compréhension scientifique contemporaine. Mais c'est quand Edmond lui révéla ses découvertes archéologiques que le professeur commença à entrevoir la véritable nature du phénomène.
L'examen de la crypte indienne et des ossements qu'elle contenait confirma les pires craintes de Hartwell. Les symboles gravés dans la pierre correspondaient exactement à ceux qu'il avait étudiés dans d'autres sites Natchez, mais avec une complexité et une précision qui indiquaient l'œuvre de chamans de très haut rang. Plus inquiétant encore, le rouleau de peau découvert entre les mains du squelette central décrivait un rituel de continuité spirituelle que Hartwell n'avait rencontré que dans les textes les plus secrets de la culture Natchez. Selon ces traductions, ce rituel permettait à 3 chamans choisis de lier leurs âmes à un territoire sacré, garantissant ainsi la protection spirituelle de leur peuple même après leur mort physique. Cette protection prenait la forme d'une renaissance cyclique. Chaque fois que le territoire serait menacé de profanation, les 3 âmes se réincarneraient dans des corps d'innocents pour restaurer l'équilibre spirituel violé. Mais Hartwell découvrit un détail qui remit en question toutes ses certitudes scientifiques. En analysant minutieusement les ossements avec les moyens rudimentaires de l'époque, il constata que les 3 squelettes présentaient des anomalies anatomiques identiques, des marques sur les os du crâne qui suggéraient l'existence d'une formation osseuse supplémentaire dans la région du cerveau responsable de l'intuition et de la perception sensorielle. Ces marques, qu'il avait déjà observées sur d'autres restes de chamans Natchez, semblaient indiquer un développement neurologique particulier lié aux capacités spirituelles extraordinaires. Cette découverte l'amena à examiner discrètement les crânes des triplés Durando sous prétexte d'études phrénologiques alors en vogue. À sa stupéfaction, il découvrit que les 3 enfants présentaient exactement les mêmes protubérances osseuses que leurs prédécesseurs indiens. Cette correspondance anatomique parfaite était statistiquement impossible selon les lois de l'hérédité connues à l'époque. Face à cette révélation, Hartwell se trouva confronté à un dilemme qui ébranlait ses convictions les plus profondes. Homme de foi autant que de science, il avait toujours considéré que les phénomènes spirituels relevaient du domaine divin et ne pouvaient être étudiés par les méthodes empiriques. Mais les preuves qui s'accumulaient sous ses yeux semblaient indiquer l'existence d'une forme de continuité de conscience qui transcendait la mort physique. C'est dans cet état de trouble profond qu'il entreprit d'observer plus attentivement le comportement nocturne des triplés. Installant discrètement son matériel d'observation dans une chambre adjacente à la nurserie, il put documenter des phénomènes qui dépassaient tout ce que la science de son époque pouvait expliquer. Chaque nuit, vers 3 heures du matin, les 3 enfants se levaient simultanément dans leur berceau et adoptaient une position rituelle complexe. Debout, les bras levés vers le plafond, les yeux fixés sur la tache d'humidité en forme de croix qui continuait à s'étendre malgré tous les efforts pour l'éliminer. Dans cette position, ils demeuraient parfaitement immobiles pendant exactement 1 heure. Leur respiration si synchronisée qu'elle semblait ne former qu'un seul souffle. Plus troublant encore, Hartwell constata que durant ces épisodes nocturnes, la température de la chambre baissait sensiblement et des courants d'air inexpliqués parcouraient la pièce selon des motifs qui rappelaient les danses sacrées Natchez. Il documenta également l'apparition de sons à peine audibles, des vibrations plutôt que des sons véritables, qui semblaient émaner des murs eux-mêmes et créaient une résonance particulière dans toute la structure de la maison. Ces observations nocturnes culminèrent lors d'une nuit de pleine lune d'octobre 1846. Cette nuit-là, les phénomènes atteignirent une intensité qui faillit coûter la raison au professeur. Les triplés, au lieu de rester dans leur berceau, se mirent à marcher en file indienne autour de la nurserie, traçant un cercle parfait dont le centre correspondait exactement à la projection verticale de l'ancienne crypte indienne située dans les fondations de la maison. Pendant qu'ils marchaient ainsi, les enfants émettaient cette mélopée gutturale que Hartwell avait déjà entendue, mais cette fois avec une clarté et une complexité qui révélaient la maîtrise parfaite d'un chant rituel Natchez de la plus haute complexité. Ce chant que le professeur reconnut comme étant l'hymne des gardiens spirituels était censé n'être connu que des chamans les plus élevés dans la hiérarchie spirituelle de la tribu. Mais le plus saisissant survint
quand les 3 enfants cessèrent brusquement leur déambulation et se tournèrent vers la fenêtre donnant sur le champ de coton. Dehors, une procession de lueurs phosphorescentes dansait au-dessus de l'ancien emplacement de la sépulture indienne, formant des motifs géométriques complexes qui correspondaient aux symboles gravés dans la crypte. Ces lueurs semblaient répondre aux gestes des enfants, s'intensifiant quand ils levaient les bras, se déplaçant quand ils pointaient du doigt une direction particulière. C'est alors que Louis, l'aîné des triplés, se tourna directement vers la cachette de Hartwell et prononça ses premiers mots dans un dialecte natchez parfait. « Tu cherches à comprendre ce qui dépasse ton entendement, homme de science. Viens et apprends ce que tes livres ne t'enseigneront jamais. » Cette interpellation directe glaça le sang du professeur, qui réalisa que sa surveillance avait été détectée depuis le début. Mais plus terrifiant encore était le fait que ces mots étaient prononcés par un enfant de 10 mois, avec la voix et l'intonation d'un homme adulte empreint d'une sagesse millénaire. Contre toute prudence, Hartwell sortit de sa cachette et pénétra dans la nurserie. Ce qu'il y vécut cette nuit-là dépassa tout ce que son esprit rationnel pouvait accepter. Les 3 enfants l'entourèrent et, posant leurs petites mains sur son front, lui transmirent directement des visions de l'histoire secrète de la région. Les guerres indiennes, les massacres oubliés, les traités violés, et surtout, le sacrifice volontaire des 3 jeunes chamans qui avaient accepté de lier leurs âmes à ce territoire pour le protéger éternellement. Ces visions étaient d'une précision hallucinante, incluant des détails historiques que Hartwell n'avait jamais lus dans aucun ouvrage, mais qu'il put plus tard vérifier dans les archives les plus secrètes des missions espagnoles. Il vit les derniers jours de la tribu natchez sur ces terres, la construction de la mission du père Martinez, et surtout le rituel de transformation spirituelle qui avait permis aux 3 chamans de transcender la mort physique. Mais ces visions révélèrent aussi l'avenir immédiat. La transformation progressive des triplés en véhicules de la vengeance ancestrale, l'effondrement de la plantation Bellefontaine et les conséquences dramatiques qui attendaient tous ceux qui avaient participé, directement ou indirectement, à la profanation du territoire sacré. Quand les visions cessèrent, Hartwell se retrouva seul dans la nurserie, les 3 enfants ayant retrouvé leur apparence normale, dormant paisiblement dans leur berceau comme si rien ne s'était passé. Seule la trace brûlante des petites mains sur son front témoignait de la réalité de cette expérience surnaturelle. Le lendemain matin, le professeur constata avec effroi que ses cheveux avaient blanchi durant la nuit et que ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Plus troublant encore, il découvrit qu'il comprenait maintenant parfaitement le dialecte natchez sans avoir jamais l'étudié, comme si cette connaissance lui avait été transmise directement par les entités qui possédaient les enfants. Dans les jours qui suivirent cette révélation traumatisante, Hartwell se débattit avec le dilemme moral le plus complexe de sa carrière. Devait-il révéler la vérité à la famille Durando, au risque de provoquer une panique qui pourrait avoir des conséquences dramatiques? Ou devait-il tenter de communiquer directement avec les entités spirituelles pour négocier une résolution pacifique? Sa décision fut précipitée par l'accélération dramatique des phénomènes paranormaux autour de la plantation. Les animaux domestiques, chevaux, chiens, volailles, refusaient désormais catégoriquement de s'approcher de la grande maison, et plusieurs d'entre eux furent retrouvés morts sans cause apparente, leur corps parfaitement conservé, mais leurs yeux révulsés comme s'ils avaient été témoins d'une vision d'horreur. Plus inquiétant encore, le personnel de la plantation commençait à manifester des signes de perturbation psychologique graves. Rosalie, la nourrice, fut la première à être affectée. Elle développa une phobie inexplicable des enfants et ne pouvait plus les approcher sans être prise de convulsions. Marie-Claire, la femme de chambre, rapportait des cauchemars récurrents dans lesquels 3 figures indiennes en peinture de guerre réclamaient la restitution de leur territoire. Même Tobias, le contremaître pourtant réputé pour sa stabilité émotionnelle, commença à manifester des comportements erratiques. Il était souvent trouvé en pleine nuit, creusant frénétiquement dans le champ de coton,
prétendant entendre des voix souterraines qui lui ordonnaient de libérer les gardiens endormis. Ses mains étaient lacérées par les heures passées à gratter la terre avec ses ongles, mais il ne semblait ressentir aucune douleur. Ces perturbations psychologiques s'étendirent rapidement aux propriétés voisines. Les planteurs des environs rapportaient des incidents similaires parmi leurs esclaves et leurs employés. Cauchemars collectifs, comportements obsessionnels et surtout une terreur inexpliquée à l'idée de s'approcher des limites de la plantation Bellefontaine. Plusieurs familles de colons demandèrent même à être relocated vers d'autres régions, prétextant une malédiction qui pesait sur tout le comté. C'est dans ce contexte d'hystérie collective croissante que survint l'incident qui allait précipiter le dénouement de cette affaire extraordinaire. Un soir de novembre 1846, exactement 13 mois après la naissance des triplés, Hélène Durando fut trouvée dans un état catatonique dans la nurserie, fixant les enfants avec une expression de terreur absolue. Quand le docteur Lavergne parvint finalement à la faire parler, son témoignage fit frémir tous ceux qui l'entendirent. Elle racontait avoir été réveillée par des pleurs. Les premiers pleurs des triplés depuis leur découverte dans le champ de coton 1 an plus tôt. Mais quand elle était entrée dans la nurserie pour les consoler, elle avait découvert que les pleurs ne provenaient pas de ses enfants, mais de 3 autres présences invisibles qui semblaient occuper le même espace que les berceaux. Ces présences, qu'elle décrivait comme des silhouettes translucides d'enfants indiens, pleuraient avec une détresse infinie tout en pointant du doigt vers le sol, là où se trouvaient les fondations de l'ancienne crypte. Pendant qu'elle observait cette scène surréelle, ses propres enfants s'étaient levés dans leur berceau et avaient tendu les bras vers ces apparitions, comme s'ils cherchaient à les consoler. C'est alors qu'Hélène avait compris avec horreur que ses fils n'étaient plus vraiment ses fils, mais les véhicules de ces âmes en peine qui réclamaient justice pour les crimes commis contre leur peuple. Cette révélation avait provoqué chez elle un choc psychologique si violent qu'elle était restée figée jusqu'à ce qu'on la découvre plusieurs heures plus tard. Face à l'effondrement psychologique de sa femme et à l'escalade des phénomènes inexpliqués, Edmond Durando comprit qu'il ne pouvait plus ignorer la réalité de la situation. Il convoqua le professeur Hartwell pour une consultation privée dans son bureau, exigeant de connaître la vérité complète sur ce qui affectait sa famille. Hartwell, épuisé par des semaines de tensions et de révélations traumatisantes, décida de révéler l'intégralité de ses découvertes. Il expliqua en détail le rituel de continuité spirituelle pratiqué par les chamans Natchez, la correspondance anatomique entre les squelettes anciens et les triplés, et surtout les visions qui lui avaient été transmises directement par les entités spirituelles. Selon ces visions, les âmes des 3 jeunes chamans étaient effectivement revenues pour accomplir une mission de justice spirituelle. Ils n'avaient pas l'intention de nuire directement à la famille Durando, mais ils ne pourraient connaître le repos éternel que lorsque leur territoire sacré serait libéré de toute profanation et rendu à ses propriétaires spirituels légitimes. Cette révélation plongea Edmond dans un abîme de réflexions douloureuses. Homme pragmatique habitué à résoudre les problèmes par la logique et l'action, il se trouvait confronté à une situation qui défiait toute approche rationnelle. Comment négocier avec des entités spirituelles? Comment réparer des torts commis des décennies avant sa naissance? Et surtout, comment sauver ses enfants sans compromettre l'avenir de sa famille? La réponse vint d'une source inattendue. Pierre Leblanc, le métis qui avait servi à la mission du père Martinez, se présenta spontanément à Bellefontaine au début du mois de décembre 1846. Il expliqua avoir été appelé par des rêves récurrents dans lesquels les anciens chamans lui demandaient d'intervenir comme médiateur entre les 2 mondes. Leblanc révéla qu'il était en réalité le petit-fils de l'un des chamans dont les ossements reposaient dans la crypte et qu'il avait été initié au secret spirituel de sa tribu avant l'exode forcé des Natchez. Il connaissait l'existence du rituel de continuité spirituelle et, plus important encore, il maîtrisait les procédures permettant de libérer les âmes liées à un territoire sacré. Cette libération, expliqua-t-il, nécessitait 3 conditions précises: la reconnaissance publique des crimes commis contre le peuple Natchez,
la restitution symbolique du territoire à ses propriétaires spirituels et l'accomplissement d'un rituel de réconciliation qui permettrait aux âmes errantes de retrouver le chemin du grand repos. Edmond, malgré les implications financières et sociales dramatiques de ces conditions, accepta sans hésitation. La fortune familiale pesait peu face à la santé mentale de sa femme et à l'avenir de ses enfants. Il entreprit immédiatement les démarches nécessaires pour transférer légalement la propriété de Bellefontaine au dernier descendant Natchez de la région, représenté par Pierre Leblanc. Mais la procédure légale nécessitait plusieurs mois, et les manifestations spirituelles s'intensifiaient dangereusement. Les triplés avaient maintenant complètement cessé de se comporter comme des enfants normaux. Ils passaient leurs journées immobiles, fixant un point invisible du plafond, et leurs nuits debout dans leur berceau, traçant des symboles complexes dans l'air avec leurs petites mains. Plus troublant encore, ils avaient commencé à communiquer entre eux dans le dialecte natchez ancien, tenant des conversations élaborées sur des sujets que des enfants de leur âge ne pouvaient pas comprendre. Hartwell, qui était maintenant le seul à pouvoir traduire leurs paroles, rapportait qu'ils discutaient de stratégies militaires, de rituels spirituels et de l'histoire secrète de leur peuple avec une précision qui défiait toute explication rationnelle. C'est dans ce contexte de tension extrême que fut organisée la cérémonie de réconciliation spirituelle qui devait marquer la conclusion de cette affaire extraordinaire. Pierre Leblanc insista pour que cette cérémonie ait lieu lors du solstice d'hiver, date sacrée dans le calendrier natchez, et qu'elle se déroule selon les rites ancestraux de sa tribu. La préparation de cette cérémonie nécessita plusieurs semaines de travail minutieux. Pierre Leblanc fit venir de toute la région les derniers descendants natchez encore vivants. Une petite communauté d'une vingtaine de personnes qui avaient survécu à l'exode forcé en se mêlant aux autres tribus ou en se cachant parmi les populations métissées. Ces hommes et ces femmes, gardiens des traditions ancestrales, apportaient avec eux les objets rituels nécessaires, plumes d'aigle, pipes sacrées, pigments pour les peintures corporelles, et surtout, les chants traditionnels qui accompagnaient les cérémonies de libération spirituelle. La cérémonie elle-même eut lieu dans la nuit du 21 décembre 1846, au cœur de l'ancienne crypte indienne que les fouilles d'Edmond avaient révélée. Les participants, famille Durando, descendant natchez, professeur Hartwell, formaient un cercle autour des 3 squelettes qui avaient été temporairement exhumés et disposés selon l'orientation rituelle traditionnelle. Au centre de ce cercle, les triplés furent placés dans des berceaux d'osier tressés selon les techniques ancestrales natchez, chaque enfant étant aligné avec l'un des squelettes anciens. La correspondance entre les vivants et les morts était saisissante. Même dans leur sommeil artificiel provoqué par une tisane de plantes médicinales, les enfants adoptaient exactement les mêmes positions que leurs prédécesseurs spirituels. La cérémonie commença au coucher du soleil par des chants funéraires destinés à honorer les morts et à apaiser leur colère. Ces chants, entonnés dans la langue natchez originelle, créaient une résonance particulière dans la crypte souterraine, amplifiant les voix, jusqu'à ce qu'elles semblent provenir de la terre elle-même. Hartwell, qui documentait scrupuleusement chaque étape du rituel, nota que les murs de pierre semblaient vibrer en harmonie avec ces mélodies ancestrales. Puis vint la phase de reconnaissance des torts, où Edmond, au nom de sa famille et de tous les colons qui avaient profané ce territoire sacré, présenta des excuses formelles aux âmes des anciens chamans. Cette reconnaissance ne fut pas qu'une simple formule de politesse. Elle s'accompagna de la présentation des actes de propriété officiels qui transféraient légalement la possession de Bellefontaine aux descendants natchez, ainsi que d'une compensation financière destinée à permettre à la communauté de reconstruire sa vie sur ses terres ancestrales. La partie la plus impressionnante de la cérémonie fut le rituel de séparation spirituelle proprement dit. Pierre Leblanc et les anciens de la communauté tracèrent sur le sol de la crypte un diagramme complexe à base de poudre colorée, reproduisant les motifs cosmologiques sacrés des natchez. Au centre de ce diagramme, ils placèrent 3 objets personnels ayant appartenu aux chamans originels.
des amulettes de jade découvertes avec les squelettes, ainsi que 3 mèches de cheveux prélevées sur chacun des triplés. Quand les premiers rayons de la lune d'hiver pénétrèrent dans la crypte par une ouverture pratiquée dans le plafond, les enfants s'éveillèrent simultanément et se dressèrent dans leur berceau. Mais cette fois, leurs yeux ne reflétaient plus l'intelligence millénaire des chamans. Ils montraient la confusion innocente de vrais nourrissons brutalement tirés de leur sommeil. C'est alors que se produisit le phénomène le plus extraordinaire de toute cette affaire. 3 colonnes de lumière phosphorescente s'élevèrent des squelettes anciens, dansant et tourbillonnant au-dessus des ossements avant de se diriger vers la sortie de la crypte. Ces manifestations lumineuses, visibles de tous les participants à la cérémonie, semblaient porter en elles les âmes libérées des chamans qui retournaient enfin vers leur repos éternel. Quand les lumières disparurent complètement, les triplés poussèrent leur premier vrai cri de nourrisson. Un cri perçant et prolongé qui exprimait toute la détresse d'enfants perdus, retrouvant soudain leur identité véritable. Pour la première fois depuis plus d'1 an, Louis, Charles et Henri redevenaient pleinement les fils d'Edmond et Hélène Durando. Les semaines qui suivirent la cérémonie de réconciliation furent marquées par un retour progressif à la normalité, bien que cette normalité fût désormais teintée d'une mélancolie profonde pour tous ceux qui avaient vécu ces événements extraordinaires. Les triplés retrouvèrent un développement parfaitement normal pour leur âge, mais ils conservèrent certaines particularités qui témoignaient de leur expérience unique. Ils manifestaient une sensibilité exceptionnelle aux émotions de leur entourage, comme s'ils avaient regardé une part de cette capacité de perception spirituelle qui les avait caractérisés durant leur possession. Plus remarquable encore, ils conservèrent entre eux une forme de communication non verbale qui intriguait tous ceux qui les observaient. Hélène Durando se remit lentement du traumatisme psychologique qu'elle avait subi. Avec l'aide du docteur Lavergne et les soins attentifs de son mari, elle parvint à retrouver son équilibre mental, bien qu'elle gardât toujours une certaine appréhension dans ses relations avec ses enfants. Cette distance émotionnelle, qu'elle s'efforçait de dissimuler, créait une dynamique familiale complexe qui influencerait profondément l'éducation des triplés. Edmond, pour sa part, découvrait les implications concrètes de ces décisions généreuses. La perte de la plantation Bellefontaine représentait la ruine financière de sa famille, l'obligeant à reconstruire entièrement sa fortune depuis la Nouvelle-Orléans. Mais cette épreuve matérielle lui apporta aussi une forme de sérénité spirituelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se consacra au commerce maritime avec un détachement philosophique qui surprit ses partenaires d'affaires, comme si l'expérience vécue à Bellefontaine lui avait donné une perspective différente sur les valeurs réellement importantes de l'existence. Le professeur Hartwell retourna à l'université de Virginia profondément transformé par son séjour dans le Mississippi. Ses collègues remarquèrent immédiatement les changements dans sa personnalité. L'homme rationnel et méthodique qu'ils avaient connu avait laissé place à un chercheur plus humble, plus ouvert aux mystères qui dépassent l'entendement humain. Ses cours d'anthropologie prirent une dimension nouvelle, intégrant des réflexions sur les limites de la connaissance scientifique et la nécessité de respecter les croyances des cultures étudiées. Dans ses écrits privés, Hartwell développa une théorie révolutionnaire sur la continuité de la conscience après la mort physique, théorie qu'il n'osa jamais publier de son vivant, mais qui influença secrètement toute une génération d'anthropologues et de psychologues. Il continua à correspondre avec la famille Durando pendant des années, suivant avec fascination l'évolution des triplés et documentant les séquelles à long terme de leur expérience spirituelle extraordinaire. Pierre Leblanc et la petite communauté natchez qui avait participé à la cérémonie de réconciliation s'installèrent définitivement sur l'ancien terrain de la plantation Bellefontaine. Ils y établirent une exploitation agricole respectueuse des traditions ancestrales, pratiquant une agriculture de subsistance qui contrastait radicalement avec l'économie de plantation qui avait précédé. La grande maison coloniale, trop endommagée pour être restaurée et trop lourde de souvenirs pour être habitée, fut laissée à l'abandon et disparut progressivement sous la végétation luxuriante du Mississippi.
Mais les membres de cette communauté remarquèrent rapidement que leur installation sur ces terres sacrées s'accompagnait de phénomènes bénéfiques qui semblaient témoigner de la bienveillance des esprits ancestraux désormais apaisés. Les récoltes étaient exceptionnellement abondantes, les animaux domestiques prospéraient, et surtout, les membres de la communauté jouissaient d'une santé remarquable et d'une longévité exceptionnelle. Ces bénédictions spirituelles attirèrent progressivement d'autres descendants Natchez, dispersés dans la région, qui vinrent se joindre à la communauté de Pierre le Blanc. En quelques années, ce qui avait commencé comme un petit groupe de survivants devint une véritable renaissance culturelle du peuple Natchez, avec ses traditions, sa langue et ses pratiques spirituelles préservées et transmises aux nouvelles générations. Quant aux triplés eux-mêmes, leur devenir confirma les prédictions les plus troublantes du rituel de réconciliation. Bien qu'ils aient retrouvé une apparence de normalité, ils restèrent toujours liés de manière mystérieuse au territoire où s'était déroulée leur transformation spirituelle. Chaque fois qu'ils s'éloignaient trop de la région de Natchez, ils manifestaient des signes de malaise psychologique qui disparaissaient dès leur retour. Cette contrainte géographique influença profondément leur choix de vie. Louis devint médecin et s'installa à la Nouvelle-Orléans, mais il effectuait régulièrement des voyages dans le Mississippi pour maintenir son équilibre mental. Charles embrassa la prêtrise et obtint d'être affecté dans une paroisse proche de l'ancien emplacement de Bellefontaine, où il développa une forme de pastorale particulière intégrant le respect des traditions spirituelles amérindiennes. Henri choisit le droit et devint l'avocat attitré de la communauté Natchez reconstituée, défendant leurs droits fonciers et culturels avec une passion qui surprenait tous ceux qui ne connaissaient pas son histoire personnelle. Les trois frères ne se marièrent jamais et n'eurent pas de descendance, comme si le pacte spirituel qui les avait sauvés leur interdisait de transmettre leur héritage génétique. Ils passèrent leur vie dans une forme de célibat mystique, consacrant leur existence au service des autres et au maintien d'un équilibre spirituel que seuls pouvaient percevoir et comprendre. Leur mort, survenue la même semaine en avril 1895, fut entourée de circonstances aussi mystérieuses que leur naissance. Les trois frères s'éteignirent paisiblement dans leur sommeil, sans maladie apparente, comme si leurs âmes avaient simultanément décidé qu'il était temps de rejoindre le grand repos éternel. Ils furent inhumés côte à côte dans le cimetière Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans, leurs tombes parfaitement alignées selon l'orientation traditionnelle des sépultures natchaises. Aujourd'hui encore, près de 150 ans après ces événements extraordinaires, l'ancien terrain de la plantation Bellefontaine continue d'intriguer les habitants de la région. La communauté natchez qui s'y est installée a prospéré au fil des générations, devenant un exemple unique de renaissance culturelle amérindienne dans le sud des États-Unis. Les descendants de Pierre le Blanc ont soigneusement préservé la mémoire des événements de 1846, transmettant de génération en génération le récit de la réconciliation spirituelle qui a rendu la paix à leurs ancêtres. Cette transmission orale, enrichie au fil des décennies par les témoignages des participants encore vivants, constitue aujourd'hui l'un des corpus les plus riches de la tradition natchez contemporaine. Les archives de l'Université de Virginia conservent les notes complètes du professeur Hartwell, document qui continue d'alimenter les recherches en anthropologie et en psychologie transculturelle. Plusieurs générations de chercheurs ont tenté de trouver des explications rationnelles aux phénomènes décrits par l'éminent professeur, mais aucune théorie scientifique n'est parvenue à rendre compte de manière satisfaisante de l'ensemble des observations rapportées. Les registres du comté de Adams conservent la trace officielle de la transaction immobilière qui a transféré la propriété de Bellefontaine à la communauté natchez, transaction unique dans l'histoire foncière du Mississippi par son caractère de réparation historique. Ce document, signé par Edmond Durando en décembre 1846, est devenu un symbole pour les mouvements de réconciliation entre les communautés amérindiennes et les descendants des colons européens. Les tombes des triplés dans le cimetière Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans attirent encore aujourd'hui des visiteurs intrigués par leur histoire. Les inscriptions gravées sur les pierres tombales, rédigées en français, en anglais et en natchez ancien,
témoignent de l'héritage culturel complexe de ces trois hommes exceptionnels. Des fleurs fraîches y sont régulièrement déposées, non seulement par les touristes curieux, mais aussi par les membres de la communauté natchez, qui perpétuent ainsi le respect dû à ceux qu'ils considèrent comme les artisans de leur renaissance culturelle. Les recherches généalogiques menées au XXe siècle ont révélé que plusieurs familles de la région de Natchez conservent dans leurs archives privées des documents relatifs à l'affaire des triplés Durando. Ces témoignages fragmentaires, lettres personnelles, journaux intimes, récits familiaux, confirment dans leurs grandes lignes la véracité des événements rapportés par les sources officielles, tout en apportant des détails troublants qui n'avaient jamais été rendus publics. Parmi ces révélations tardives, la plus saisissante concerne le docteur Lavergne, qui avait soigné la famille Durando tout au long de cette période troublée. Ces notes médicales privées, découvertes dans les années 1960 lors de la vente de sa propriété familiale, contenaient des observations détaillées sur les anomalies physiologiques des triplés. Ces documents confirment les remarques du professeur Hartwell sur les particularités anatomiques des enfants. Mais ils révèlent aussi que le médecin avait secrètement prélevé des échantillons de tissu pour des analyses qu'il n'avait jamais osé publier. Ces analyses, menées avec les moyens rudimentaires de l'époque, avaient révélé des caractéristiques cellulaires que le docteur Lavergne ne parvenait pas à expliquer scientifiquement. Dans ses notes, il évoque des modifications structurelles inexplicables dans les tissus nerveux des enfants. Modifications qui semblaient indiquer un développement neurologique accéléré, incompatible avec leur âge chronologique. Plus troublant encore, le docteur avait conservé ces échantillons dans son laboratoire privé, et il nota que même après plusieurs années de conservation, les tissus ne montraient aucun signe de détérioration. Cette observation, qui contredisait toutes les connaissances médicales de l'époque sur la décomposition post-mortem, l'avait profondément troublé, mais il n'avait jamais osé la partager avec ses confrères, de peur d'être accusé de charlatanisme. Ces révélations scientifiques tardives ont relancé l'intérêt des chercheurs contemporains pour l'affaire des triplés Durando. Plusieurs expéditions archéologiques ont été organisées sur l'ancien site de Bellefontaine, dans l'espoir de découvrir des preuves matérielles qui pourraient éclairer les aspects les plus mystérieux de cette histoire. Mais ces fouilles se sont heurtées à l'opposition ferme de la communauté natchez, qui considère ce territoire comme sacré et refuse toute nouvelle profanation. Cette tension entre curiosité scientifique et respect religieux illustre parfaitement la complexité des questions soulevées par l'affaire des triplés. Comment concilier l'approche rationnelle de la science moderne avec les croyances spirituelles des peuples autochtones? Jusqu'où peut-on pousser la recherche de la vérité sans violer la dignité des cultures étudiées? Ces interrogations, déjà présentes dans les réflexions du professeur Hartwell, restent d'une actualité brûlante dans les débats contemporains sur l'éthique de la recherche anthropologique. Les témoignages les plus récents sur l'affaire des triplés proviennent paradoxalement des technologies modernes. Les enregistrements audio et vidéo réalisés clandestinement par des visiteurs curieux dans l'ancien emplacement de Bellefontaine révèlent des phénomènes acoustiques inexpliqués. Des échos qui se prolongent bien au-delà de ce que permettrait l'acoustique naturelle du site. Des vibrations souterraines qui semblent suivre des rythmes réguliers. Et parfois, des fragments de mélodies qui rappellent étrangement les chants natchez traditionnels. Ces enregistrements, analysés par des acousticiens professionnels, présentent des caractéristiques qui défient les explications conventionnelles. Les sons captés semblent provenir de sources multiples, situées à différentes profondeurs sous la surface du sol, créant des interférences complexes qui donnent l'impression d'une harmonie orchestrée. Aucun phénomène géologique connu ne peut rendre compte de ces manifestations sonores, ce qui alimente les spéculations sur la persistance d'une activité spirituelle sur le site. Mais peut-être les témoignages les plus troublants sont-ils ceux des enfants de la communauté natchez contemporaine. Plusieurs générations d'enfants élevés sur l'ancien territoire de Bellefontaine ont rapporté des rêves récurrents dans lesquels trois figures bienveillantes,
qu'ils décrivent comme des grands frères, aux yeux verts, leur enseignent les traditions anciennes et les mettent en garde contre les dangers qui menacent leur communauté. Ces rêves, d'une constance remarquable d'un enfant à l'autre et d'une génération à l'autre, incluent souvent des détails historiques précis sur l'époque des triplés Durando, détails que les enfants ne pourraient connaître par l'enseignement traditionnel. Ils décrivent avec une précision troublante l'apparence d'Edmond et Hélène, l'aménagement de la grande maison coloniale, et même les particularités du dialecte natchez parlé au XIXe siècle. Ces témoignages d'enfants sont pris très au sérieux par les anciens de la communauté, qui y voient la preuve de la continuité spirituelle entre les triplés et leur peuple d'adoption. Pour eux, Louis, Charles et Henri Durando ne sont pas morts. Ils ont simplement rejoint le monde des esprits protecteurs qui veillent sur les leurs et transmettent la sagesse ancestrale aux nouvelles générations. Cette croyance en la survie spirituelle des triplés dépasse le cadre de la communauté natchez. De nombreuses familles de la région, y compris parmi les descendants des anciens colons européens, rapportent des expériences similaires. Des apparitions furtives de 3 hommes en costume du XIXe siècle près de l'ancien emplacement de Bellefontaine. Des interventions mystérieuses qui permettent d'éviter des accidents ou de résoudre des conflits familiaux. Des inspirations soudaines qui mènent à des découvertes importantes ou à des réconciliations longtemps attendues. Ces témoignages modernes, aussi invérifiables soient-ils scientifiquement, contribuent à maintenir vivante la mémoire des triplés Durando et de leur histoire extraordinaire. Ils illustrent la capacité des légendes authentiques à transcender les époques et à continuer d'influencer la vie des communautés longtemps après la disparition de leurs protagonistes originels. Ainsi, près de 2 siècles après la naissance de Louis, Charles et Henri Durando, leur histoire continue de susciter fascination et interrogation. Elle nous rappelle que malgré les progrès de la science et de la technologie, il existe encore des mystères humains qui échappent à notre compréhension rationnelle. Elle nous enseigne aussi que la réconciliation entre les peuples est possible, même après les blessures les plus profondes, à condition d'accepter de reconnaître les torts du passé et de respecter la dignité de toutes les cultures. L'affaire des triplés de la plantation Bellefontaine reste aujourd'hui l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire du Mississippi. Qu'on y croit ou non, qu'on l'interprète comme un fait historique authentique ou comme une légende particulièrement élaborée, cette histoire continue de nous interroger sur les limites de notre connaissance du monde et sur les mystères qui se cachent peut-être encore dans les plis oubliés de notre passé. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé? Ou pensez-vous qu'il reste encore des secrets enfouis dans les bayous du Mississippi? Ces événements extraordinaires ont-ils réellement eu lieu? Ou ne sont-ils que le produit d'une époque où la frontière entre réalité et superstition était plus mince qu'aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres mystères historiques et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les histoires qui font frissonner. Car parfois, la réalité dépasse la fiction et les légendes du passé ont peut-être plus de vérité qu'on ne veut bien l'admettre.